Merci Bruno d'abord de m'avoir invité à participer à ce séminaire et à y présenter donc le Bitcoin et une nouvelle, voilà, enfin, j'ai essayé de montrer une nouvelle forme d'extractivisme. Voilà, donc j'ai intitulé mon intervention Le Bitcoin et la ruée vers l'or numérique, du techno-libertarisme à l'extractivisme. Donc je vais essayer de montrer un peu les liens entre les différentes thématiques qui ont été évoquées et qui sont assez centrales pour le séminaire, à savoir la question des réserves de change, réserves minières. Alors ça c'est un peu moins évident, mais à travers quelque chose de virtuel, on retrouve finalement des problématiques qui sont très très ancrées sur une certaine forme de matérialisme et sur des choses très très concrètes. Et on va retrouver aussi pas mal de points communs qui ont été, enfin pas mal de points qui ont été évoqués dans l'intervention précédente et qui sont communs avec la problématique du Bitcoin. Alors en fait, bon, en gros, ma présentation, elle s'articule autour de deux principaux points. Dans un premier temps, je vais rappeler le principe du Bitcoin, les origines, les influences et les valeurs qui encadrent la naissance de cette nouvelle monnaie numérique et de cette alternative monétaire. Et puis dans un deuxième temps, j'essaierai de resserrer autour de la problématique du séminaire et de repérer les formes d'extractivisme qui sont à l'œuvre dans ce système Bitcoin. Voilà, alors dans un premier temps, en quoi le Bitcoin est-il une alternative et quelles sont les influences, les principales valeurs, et en quoi est-ce une techno-utopie libertarienne d'un monde sans État. Alors déjà, en quoi le Bitcoin est-il une alternative monétaire? Alors d'abord parce que c'est quand même une innovation radicale par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître de la monnaie. Et alors ce qu'il faut rappeler en revanche, ça c'est vrai que j'avais beaucoup insisté là-dessus, dans toute la littérature qui est sortie aux alentours de 2013-2014, il y a eu une véritable ruée analytique sur le phénomène Bitcoin et pas mal de littérature qui a commencé à sortir, mais c'était une littérature assez disparate dans la mesure où ça provenait de disciplines très très différentes. Très peu d'économistes, paradoxalement, hein, mais c'est très paradoxalement en même temps, c'est pas très étonnant parce que les économistes n'en ont strictement rien à faire de la monnaie globalement. Donc c'était pas très étonnant qu'ils s'intéressent pas fondamentalement au Bitcoin. Et en plus, quand ils s'y sont intéressés, honnêtement, c'était pas très très intéressant. Mais donc pas mal de champs disciplinaires, donc du coup une difficulté à saisir un peu l'objet. Et puis quand même un certain vide analytique, enfin en tout cas d'un point de vue économique, ça c'était évident. Et alors ce qui est beaucoup ressorti à cette époque-là, c'était que l'innovation Bitcoin, c'était surtout le caractère virtuel et digital de cette monnaie. Bon, alors en fait, moi j'ai assez vite insisté sur l'idée que non, l'innovation Bitcoin n'est pas du tout due au caractère virtuel, digital de la monnaie, puisqu'on est déjà fondamentalement dans l'utilisation de monnaie complètement digitale et virtuelle, puisque tout est informatisé, le système bancaire est complètement informatisé, donc la monnaie que nous utilisons, à part les espèces, c'est de la monnaie très largement numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est principalement médiée par des ordinateurs. Voilà. Donc fondamentalement, si on part là-dessus, le Bitcoin, ça ne change pas grand-chose au schmilblick. Et puis, en plus, à trop insister sur ce caractère virtuel digital, on oubliait aussi que toute monnaie repose, donc comme je l'ai dit, aujourd'hui sur des supports informatiques, et ça veut dire qu'il y a quand même une certaine matérialité derrière tout ça, à savoir des ordinateurs, des smartphones, de la fibre optique, des câbles, enfin toute une infrastructure bien matérielle derrière cette virtualité. Et le Bitcoin n'échappe pas du tout à cette problématique matérialiste. Bien au contraire, on va voir qu'il y a en fait beaucoup de matérialité derrière le Bitcoin et presque beaucoup plus que dans la monnaie bancaire actuelle. Voilà. Alors,
En quoi est-ce donc c'est voilà, c'est pas dans le caractère virtuel digital qu'est l'innovation, mais elle est à chercher dans autre chose. Alors c'est pas non plus c'est pas une innovation qui vient comme ça brutalement, hein. Le Bitcoin en fait c'est l'aboutissement d'une longue série d'expérimentations qui commence au début des années 80 et qui utilise des technologies qui sont déjà existantes et bien rodées, à savoir la cryptographie, les logiciels open source, les réseaux peer-to-peer et le principe des registres distribués. Donc tout ça existe déjà, mais ce que Satoshi Nakamoto, donc le pseudonyme qui se cache derrière l'inventeur ou les inventeurs du Bitcoin, ce que Satoshi Nakamoto fait en 2008-2009, c'est que il résout un problème essentiel qui est bien connu en informatique, c'est le problème dit des généraux byzantins et qui consiste à faire en sorte que les principaux nœuds d'un réseau informatique se comportent de la façon la plus honnête possible. Bon, alors je n'irai pas dans le détail informatique de la chose, parce que de toute façon, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus là maintenant, mais disons que Nakamoto arrive à résoudre ce problème en combinant de façon ingénieuse les technologies qui existaient déjà, à savoir cryptographie, logiciel open source, réseau peer-to-peer et registres distribués. Alors, plus fondamentalement, d'un point de vue économique et sociétal, en quoi est-ce que c'est une alternative et en quoi est-ce que c'est une innovation radicale et en quoi est-ce fondamentalement différent de ce qu'on connaît habituellement de la monnaie? C'est que, et ça rejoint ce que vous disiez sur les origines d'Internet, et en tout cas sur les ambitions originelles d'Internet, c'est le Bitcoin, c'est principalement un objectif de décentralisation et de désintermédiation. Donc, il n'y a pas de tenue des comptes centralisés comme dans le cas de la monnaie bancaire. C'est une monnaie qui fonctionne donc via un réseau en peer-to-peer qui va valider et contrôler les transactions. Et l'objectif est une disparition des tiers de confiance pour la validation et l'authentification des transactions. Ensuite, c'est une monnaie non bancaire et c'est surtout une monnaie anti-banque. Donc, c'est à la fois une innovation et aussi une contestation très forte de la monnaie bancaire. Donc, ça se veut une alternative à un capitalisme qui est fondé sur le principe de la monnaie de crédit. Donc, la création de monnaie dans le système Bitcoin ne se fait surtout pas en contrepartie du crédit. C'est une critique fondamentale de la dette et de l'endettement et de la dépendance des acteurs économiques face au système bancaire et de l'endettement par rapport au système bancaire. Ensuite, c'est une monnaie qui ne suppose aucune souveraineté étatique. C'est une monnaie transnationale qui se veut directement un moyen d'échange international et d'ailleurs, ça a été vendu comme tel, comme étant un moyen de paiement très facile à l'échelle internationale, offrant des coûts de transaction négligeables et vraiment très fluide du point de vue des échanges internationaux et comme mode de règlement des échanges internationaux. Et également, dans cette même idée d'absence de souveraineté étatique, l'idée aussi avec le système Bitcoin, c'est bien sûr d'échapper au contrôle de l'État et de se réapproprier la monnaie. Donc il y a quand même l'idée de commun derrière ça, mais ça a été largement dévoyé par la suite. Enfin, en tout cas, ça c'est absolument plus un commun au sens où on peut l'entendre de manière générale. Voilà. Et puis alors, quelle est aussi la distinction et la différence par rapport aux innovations qu'on a pu connaître par le passé? C'est que c'est une innovation sans visage. Il y a un mystère total qui encadre l'identité du fameux Nakamoto, et d'ailleurs ça fait partie un peu du mythe. Et puis il y a l'idée aussi que, alors on a effectivement un ou des inventeurs au départ, mais qui très rapidement disparaissent du paysage pour laisser la gestion du système Bitcoin à une communauté qui serait censée porter cette innovation et promouvoir assurer la promotion et la diffusion large de cette innovation. Donc on passerait de l'entrepreneur individuel schumpeterien à la communauté. Donc c'est un peu l'idée aussi que
avec l'Internet et la constitution des plateformes, on passerait aussi d'une logique d'innovation individuelle à une logique d'innovation plus collective. Voilà. Et on retrouve aussi ce que vous disiez tout à l'heure avec l'Internet, hein, la promotion des valeurs d'horizontalité, plus de démocratie, voilà. En supprimant notamment les tiers de confiance ou les gros ensembles monopoles. Voilà. Effectivement, le Bitcoin est une critique fondamentale d'une société qui est captée par une collusion banque-gouvernement. Alors, je vais faire, avant de revenir aux principales valeurs et influences théoriques du système Bitcoin, je vais revenir je vais refaire une présentation rapide du système, parce que c'est important pour la suite. Alors, donc, je rappelle que la mise en place du Bitcoin suppose la définition d'une unité de compte nouvelle, le Bitcoin. C'est une monnaie qui est équivalente à de l'argent liquide. Le support, donc c'est du cash numérique. Le support, c'est un porte-monnaie virtuel qui est en fait une suite de chiffres et de symboles. Alors, c'est assez long, c'est comme ça. Associé à une paire de clés cryptographiques privées et publiques. Donc, en fait, on signe on signe numériquement, quand on envoie des bitcoins, on signe numériquement le message avec la clé privée. Et en revanche, on transmet aussi la clé publique qui permet aux récepteurs de Bitcoin de pouvoir déchiffrer le message et obtenir ces Bitcoins. Donc, ça repose sur le principe de la cryptographie asymétrique. De manière générale, Bitcoin est une technique de transfert de messages, d'informations codées, dont la monnaie est une application particulière. Mais pas seulement, puisque très rapidement, à partir de 2015, on va commencer à dissocier le Bitcoin et le projet monétaire Bitcoin de la technologie qui va avec le Bitcoin, à savoir la blockchain, c'est-à-dire ce fameux registre distribué qui permet l'inscription, l'enregistrement et la conservation de toutes les transactions en Bitcoin depuis l'origine. Donc, le Bitcoin est une technique de transfert de messages, d'informations codées qui repose sur trois éléments principaux. Donc, le cryptage, ça je l'ai dit tout à l'heure, avec le principe de la cryptographie asymétrique. Un réseau peer-to-peer qui a pour mission de valider et d'authentifier les transactions par le principe du minage sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Et ensuite, autre élément, le principe du consensus distribué et la technologie de la blockchain. Et donc, je rappelle, mais à mon avis, vous devez déjà le savoir parce qu'on en a beaucoup parlé, la blockchain donc, est un journal, une sorte de journal public qui regroupe chronologiquement toutes les transactions effectuées dans le réseau depuis le début, chronologiquement avec un système d'horodatage. Et ce journal public enchaîne logiquement les blocs de transactions les uns avec les autres. Alors, quand je dis ça s'enchaîne logiquement, ça veut dire que chaque nouveau bloc contient une information du bloc précédent. Voilà. Alors, je reviens sur les influences et les valeurs qui sont à l'origine de ce système Bitcoin. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est essentiellement une monnaie anti-banque et anti-État. Enfin, anti-État dans le sens où il faut absolument échapper au contrôle et à l'omniprésence de l'État. Alors, ça va un peu... Enfin, je dirais que c'est un élément de contestation dans ce que vous rappeliez tout à l'heure de cette idée de société de contrôle à la Deleuze, où en fait, finalement, on arrive avec un paroxysme, à savoir que quand on a une monnaie bancaire, finalement, tout le monde est entièrement traçable. Alors, si on fait disparaître le cash, là, alors là, on est dans la traçabilité totale et complète. Et donc là, on aurait une société de contrôle parfaite avec notamment une domination par le chiffre et par le numérique.
Bon, voilà, donc je dirais que c'est finalement un élément de contestation dans ce type de société. C'est aussi un élément de contestation par rapport à la monnaie bancaire. Et le projet, effectivement, est lancé en plein contexte de crise financière, enfin immédiatement après la crise financière. Et le papier de Nakamoto qui explique les mécanismes de sa nouvelle monnaie s'accompagne effectivement d'un certain nombre de critiques à l'égard du système bancaire. Et la principale critique qui est faite, c'est que jusqu'à présent, les gouvernements et le système bancaire ont été incapables d'offrir à la population une monnaie saine, non inflationniste. Et voilà, on a porté la confiance dans ces intermédiaires, dans l'État, dans les banques, mais ils ont usurpé notre confiance et n'ont pas été capables de nous offrir une monnaie qui ne crée pas de crise, etc., de bulles spéculatives, d'inflation, etc. Bon. Ça, c'est un élément qui est très central dans le système Bitcoin. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment un élément de contestation d'un capitalisme qui est fondé sur la collusion banque-gouvernement. Alors, le Bitcoin, hein, si on regarde au niveau des discours officiels qui sont disponibles sur les différents sites de la communauté Bitcoin, donc il y a pas mal de sites officiels hein, qui présentent cette monnaie, et donc on peut retracer l'origine du Bitcoin au mouvement cypherpunk, donc des cryptographes anarchistes, dont les premières manifestations, on va dire, intellectuelles et de recherche, notamment sur la création d'une monnaie digitale, sont les travaux de David Chaum, qui émet pour la première fois en 1985 l'idée d'une monnaie cryptographique qui s'appelait DigiCash, de façon à échapper au contrôle de l'État. Ensuite, alors il y a quelques grandes figures hein, dans ces cryptographes anarchistes qui ont travaillé sur la création d'une monnaie numérique. Ensuite, on trouve Wei Dai, qui en 1998 propose la monnaie électronique B-Money. Et ensuite, Nick Szabo, qui travaille au projet également d'une monnaie numérique en 2005. Cette monnaie s'appelait BitGold. Et il a travaillé aussi à partir de 1994 sur une théorie des contrats numériques, donc qui va donner naissance un petit peu plus tard avec Vitalik Buterin à la plateforme Ethereum, qui propose une extension donc du principe, enfin une extension de la blockchain à d'autres applications que exclusivement monétaires et au développement de contrats intelligents, etc. Voilà, donc tout ça c'était quand même déjà à l'œuvre au début des années 80 jusqu'au début 2000. Et donc, on peut faire remonter le Bitcoin à ces tentatives de projets monétaires. Et le mouvement cypherpunk a été actif par l'intermédiaire d'une mailing list qui était visible et très active entre 1992 et 2001. Voilà, et l'idée était bien sûr d'utiliser la cryptographie pour protéger les données privées. Voilà, et puis évidemment, tout ça peut être lié aussi aux fameux lanceurs d'alerte, Julian Assange, voilà, tous ces gens qui ont alerté sur effectivement la captation des données privées par l'État et l'omnicontrôle de l'État. Donc les principales valeurs hein, sont l'anonymat, la préservation de la liberté individuelle, le respect des données privées. Alors, autre influence notable qui est assez visible, assez repérable, à la fois dans les discours des acteurs, mais aussi sur les sites officiels, c'est l'influence des théories autrichiennes et d'une forme de libéralisme ou d'un libertarianisme, enfin je ne sais plus trop comment il y a libertarien, voilà. En gros, c'est un peu un mélange de ces formes de libéralisme. Alors, à la fois, on voit l'influence autrichienne parce qu'on retrouve pas mal de concepts qui sont utilisés
dans la théorie autrichienne, notamment l'idée de l'ordre spontané. Hein, voilà, donc on a non seulement le système Bitcoin, mais on sait que le système Bitcoin, étant donné qu'il est fondé sur un logiciel libre, eh bien, il peut être imité, copié, et il peut donner lieu à la création d'autres monnaies. Donc aujourd'hui, on a à peu près 2000 monnaies cryptographiques hein, qui fonctionnent avec une blockchain. Je ne suis pas sûre que les 2000 soient toutes complètement sérieuses et complètement abouties, mais en tout cas, on peut en dénombrer à peu près 2000. Donc, finalement, le système Bitcoin met en place un écosystème très concurrentiel, un petit peu à la manière de ce que Hayek pouvait promouvoir dans son ouvrage Denationalization of Money en 1976. Voilà, donc avec vraiment la logique de marché, de concurrence et la notion d'ordre spontané. Donc ça, on retrouve vraiment des concepts qui sont typiques de la théorie autrichienne. On retrouve aussi des thèmes qui sont très très présents dans la théorie autrichienne, l'affirmation de la souveraineté individuelle, la recherche d'une monnaie non inflationniste et saine, ça revient systématiquement, c'est central dans le discours des acteurs du Bitcoin, c'est-à-dire qu'il faut créer une monnaie qui conserve sa valeur avec l'importance et la priorité accordée à la fonction de réserve de valeur de la monnaie et pas tant à la fonction d'unité de compte ou de moyen de paiement. Et d'ailleurs, c'est ce qui cause un peu la perte du projet monétaire, en tout cas en ce moment. Voilà. Puis l'idée d'un nouvel ordre monétaire fondé sur les vertus de la concurrence, ça je l'ai dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que en fait, le Bitcoin a pu être récupéré par des tenants d'approche libérale d'inspiration autrichienne. Hein. Par exemple, en 2013, le Mises Circle de l'Université du Texas a créé le Satoshi Nakamoto Institute. Donc voilà, il y a quand même des connexions évidentes entre le Bitcoin et les théories autrichiennes. En même temps, le Bitcoin, c'est aussi une espèce de techno-utopie, de techno-libertarisme, dans le sens où c'est le résultat d'une confluence entre le mouvement contestataire de la fin des années 60 qui émerge à San Francisco, donc c'est la culture hippie, la contre-culture, etc., et aussi la forme de néolibéralisme qui émerge dans le cadre de la Silicon Valley. Voilà. Et donc, en fait, on est un peu à la confluence de toutes ces idées, de ces formes de libéralisme et de contestation sociale en même temps. Oui, je voulais dire autre chose, mais ça m'a échappé. Donc, oui, voilà. Avec aussi... toujours en filigrane, l'idée que la technologie est un peu le salut de l'humanité. Voilà, la technologie va venir à bout de tous les problèmes de l'humanité, de tous les problèmes de rapports sociaux, etc. Bon. Autre influence notable et autre ancrage théorique très important, c'est avec le Bitcoin, alors c'est là que j'en viens au cœur du problème du séminaire, c'est que nous revenons finalement avec cette monnaie pourtant très virtuelle et très non matérielle d'apparence à un retour à la naturalisation de la monnaie, c'est-à-dire à l'idéologie qui consiste à naturaliser la monnaie, c'est-à-dire à l'ancrer dans quelque chose de naturel. Si bien qu'on a pu parler d'un métallisme digital, ça je me réfère à l'article de Maurer, Nelms et Schwartz de 2013. Alors, naturalisation de la monnaie et métallisme digital, effectivement, dans le système Bitcoin, les références à la monnaie or sont permanentes, très explicites. Les termes employés, hein, coins, mining, diggers, or numérique, minage, etc. Et alors là, j'ai extrait une citation d'un site officiel hein, du Bitcoin qui explique le principe du minage. Bitcoin mining is so called because it resembles
the mining of other commodities, it requires exertion, and it slowly makes new currency available at a rate that resembles the rate at which commodities like gold are mined from the ground. Bon, il n'y a pas plus explicite comme ancrage par rapport à l'or. Donc vraiment, le Bitcoin, c'est le nouvel or numérique. Voilà. Alors, on retrouve aussi l'idée que l'or, c'est le symbole universel, saint, c'est la valeur refuge. Le Bitcoin est considéré comme, par ses promoteurs, bien entendu, comme éventuellement la prochaine valeur refuge si jamais prochaine crise financière il devait y avoir, et éventuellement effondrement du système financier. Alors, je dirais que derrière le métallisme digital, en fait, finalement, derrière une innovation assez radicale, on retrouve des vieux problèmes qui sont pas très très nouveaux dans l'histoire de la théorie monétaire. On retrouve finalement avec le Bitcoin et cette association à l'or un certain métallisme pratique. Alors, métallisme pratique que mettait en avant Schumpeter dans son histoire de l'analyse économique en 1954, où il explique qu'il y a une différence entre le métallisme théorique qui consiste à dire que la monnaie, c'est fondamentalement l'or, et que la valeur de la monnaie, c'est fondamentalement la valeur des métaux précieux qui lui servent de support. Alors, Schumpeter dit que ça, c'est absolument absurde d'un point de vue théorique, bien évidemment, parce que ça permet absolument pas de comprendre les autres formes de monnaie et bien évidemment la monnaie bancaire et fiduciaire. En revanche, ce qui peut être pertinent, c'est le métallisme pratique, c'est-à-dire c'est le fait d'ancrer une monnaie qui est dissociée d'une marchandise ou d'un métal précieux, d'ancrer sur effectivement une marchandise comme l'or, de façon à ce que on ait un garde-fou aux manipulations monétaires ou aux excès d'émissions de monnaie qui peuvent être facilités par une monnaie papier ou une monnaie complètement fiduciaire ou encore plus autoréférentielle. Bon, enfin là, il n'y a plus d'ancrage du tout alors. Alors, en quoi consiste le métallisme pratique dans le système Bitcoin? C'est que d'emblée, on a une offre limitée de Bitcoin, c'est-à-dire on a un plafonnement de l'émission et de la mise en circulation des Bitcoins. C'est le montant total, c'est 21 millions de Bitcoins. À horizon 2020 ou 2040, en fait, souvent ce sont les deux dates qui sortent, mais ça revient strictement au même parce que en fait, l'émission suit une courbe asymptotique. Donc en fait, quand on arrive à 2020, de toute façon, ça reste sur un plateau. Et donc, en gros, on aura quasiment émis les 21 millions de Bitcoin. Voilà. Alors, évidemment que ça ressemble à l'or, puisqu'on sait que comme toute ressource naturelle, l'or existe en quantité limitée. Alors, néanmoins, la différence fondamentale, c'est que quand on avait une monnaie métallique et que on avait l'extraction des métaux précieux, on ne savait pas a priori quand allait être finie la quantité de métaux précieux. Là, on sait d'emblée, voilà, il y aura 21 millions de bitcoins en circulation. Donc évidemment que c'est une organisation de la rareté de la monnaie et on en revient au vieux débat règles d'émission monétaire versus discrétion et à l'idée que voilà, est-ce que la monnaie doit être ancrée dans un ordre le plus naturel possible, c'est-à-dire le plus loin possible de l'action humaine ou de l'action des institutions. Voilà. Donc il faut désinstitutionnaliser, dépolitiser la monnaie et la réancrer dans un ordre naturel, de façon à éviter les manipulations. Voilà, on ne peut pas faire confiance aux humains qui n'ont cessé de manipuler la monnaie n'importe comment. Voilà. Donc, voilà, juste petite image pour que vous vous rendiez compte de l'iconographie parce que effectivement tout le discours du Bitcoin est accompagné d'une iconographie qui est très explicite, avec effectivement le minage. Là, on voit le mineur avec sa pioche. Alors, encore plus explicite, c'est la petite vidéo explicative du minage sur le site bitcoin.org, je crois. Où là, vous avez carrément donc le petit mineur qui arrive avec le petit bonhomme avec sa pioche
Et il frappe... Il frappe... oui, ça ressemble tout à fait Mineur à la publicité Jean Mineur du... Voilà, exactement. Avec, ouais, c'est un peu vintage. Et, et donc, voilà, le petit bonhomme tape avec sa pioche une roche, et puis la roche éclate en deux, et en sort une magnifique pièce qui d'or, hein, voilà, ça brille, voilà. Et donc, il a extrait un bitcoin. Et là, c'est pareil. Alors, ce qui est représenté là, ce sont des Casatius. Alors ça a été créé par un ingénieur informaticien qui, alors je sais, là pour le coup, je sais plus trop en quelle année, je sais plus si c'était en 2013 ou 2012 ou 2013, mais alors lui, ce qu'il chiffonnait particulièrement, c'était le fait que, comme c'est une monnaie virtuelle, digitale, et en gros c'est du code informatique, des algorithmes, enfin bon voilà, les gens n'allaient pas être capables de se représenter ce que pouvait être le Bitcoin. Donc, lui, il s'est dit, bah, je vais créer des pièces, voilà, donc forcément, qui ressemblent quand même à des pièces d'or ou d'argent, enfin, pièces d'or, de façon à ce que les gens puissent se représenter concrètement ce qu'est cette monnaie numérique. Alors, il faut savoir que en fait, derrière ces petites pièces métalliques, se cache effectivement la clé cryptographique pour pouvoir utiliser ces bitcoins. Bon. Voilà, donc effectivement, la référence omniprésente à l'or, c'est alors c'est pas seulement, mais c'est l'un des deux éléments, puisque l'autre source d'ancrage de enfin, je vais quand même finir ma phrase. La référence à l'or, c'est une des principales sources d'ancrage de la confiance dans ce système Bitcoin. L'autre source d'ancrage de la confiance étant l'infaillibilité du code, des algorithmes et des mathématiques. Voilà, donc ça je l'ai dit tout à l'heure, donc insistant sur la fonction de réserve de valeur. Alors, bon, juste un mot très rapidement, parce que c'est pas tellement l'objet du séminaire, mais il y a quand même une certaine ambivalence par rapport à la notion de confiance dans le système Bitcoin. C'est-à-dire qu'en fait, dans le papier de Nakamoto, il vous raconte qu'il faut se passer des tiers de confiance. En fait, on va avoir une monnaie sans confiance. Mais en même temps, dans les discours, la confiance, elle est partout. Absolument partout. Et alors, voilà, l'idée, c'est que c'est pas forcément de se passer de la confiance, mais d'ancrer cette confiance dans les propriétés de la cryptographie, c'est-à-dire dans, effectivement, l'infaillibilité du code. Donc, c'est plutôt le code. Alors, voilà, la question est-ce que c'est le code informatique plutôt que la confiance, ou le code au fondement, et les maths au fondement de la confiance? Bon, je passe là-dessus parce que c'est pas le principal problème qui nous occupe aujourd'hui. J'en viens à ma deuxième partie où j'ai essayé de relier l'histoire du Bitcoin avec donc l'objet du séminaire, à savoir l'extractivisme. Voilà, alors dans le cas du Bitcoin, comment interpréter cette idée d'extractivisme, étant donné que l'extractivisme, c'est l'exploitation massive des ressources de la nature ou de la biosphère. Bon, ça peut s'étendre aux formes industrielles d'extraction d'énergie, mais en tout cas, ça renvoie à un dynamisme d'une économie qui est soutenue par le duo extraction-exportation de la ressource naturelle. Alors, dans le cas du Bitcoin, comment interpréter ça? Alors, ce qui vient en premier lieu, c'est bien sûr le processus principal qui permet l'authentification et la validation des transactions, à savoir le processus de minage. Voilà, alors je rappelle que, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails informatiques de la chose parce que c'est quand même assez compliqué, mais je rappelle que dans le système Bitcoin, la validation des transactions suppose suppose que le réseau doit vérifier deux choses. Donc, lorsque, par exemple, Alice envoie 10 bitcoins à Bernard, Alice et Bernard étant évidemment des pseudonymes, le réseau doit s'assurer que Alice est bien propriétaire du portefeuille et des 10 bitcoins qui vont être envoyés, et que, sans révéler l'identité bien sûr, et que les 10 bitcoins sont bien dans le portefeuille.
Donc, le réseau doit s'assurer en particulier qu'il n'y a pas de problème de double dépense, c'est-à-dire que lorsque la monnaie est envoyée, elle n'est pas dupliquée. Donc, pour ça, le réseau doit en fait fournir la preuve, enfin la validation des transactions plutôt, suppose que le réseau fournisse la preuve que des ordinateurs ont travaillé, donc le terme travail est important, hein, et en informatique ça s'appelle la preuve de travail, la proof of work. Donc il faut fournir la preuve que des ordinateurs ont travaillé à la résolution d'un problème mathématique complexe. Et donc le minage, ça consiste à mettre au service du réseau de la puissance de calcul pour la résolution de ces problèmes mathématiques complexes. Les mineurs donc, sont en compétition les uns avec les autres pour la résolution de ce problème mathématique. Et celui qui trouve la solution, le premier, est rétribué. Donc le système Bitcoin est accompagné d'un système d'incitation financière de façon à ce que, effectivement, alors, voilà l'idée, hein, la conviction de Nakamoto, c'est que effectivement, les humains ne travailleront pas gratuitement au fonctionnement du réseau. Il faut les inciter financièrement à contribuer au processus de validation des transactions. Donc, il y a un système d'incitation et les mineurs sont rétribués en échange de cette proof of work, sont rétribués avec un certain montant de Bitcoin, donc qui diminue périodiquement. À l'heure actuelle, les mineurs sont rétribués à l'échelle de 12,5 Bitcoin. Voilà, donc ils sont en compétition les uns avec les autres et c'est le premier qui trouve qui est rétribué. Hein, à partir du moment où la solution a été trouvée, tous les calculs effectués par les autres s'effacent et les autres ne sont pas rétribués pour le travail qui a été effectué. Alors, le système a été aussi conçu pour s'autoréguler, c'est-à-dire que, en fait, plus vous avez de mineurs qui entrent et qui participent au système Bitcoin, plus le travail de minage est difficile, c'est-à-dire que plus les calculs sont compliqués, plus la solution est difficile à trouver, et ça rend d'autant plus difficile la contrefaçon de la monnaie et la mise en faillite du système. Donc, en fait, tout l'intérêt est qu'il y ait de plus en plus de mineurs qui rentrent dans le système, parce que plus il y a de mineurs, plus le réseau est robuste et moins il est susceptible d'être attaqué. Voilà. Donc, on comprend bien que, en fait, il y a intérêt à ce que le cours du Bitcoin augmente régulièrement, puisque l'augmentation du cours va inciter à l'arrivée d'autant plus de mineurs et contribuer à la robustesse du système. Et puis, il y a une contrainte de rentabilité également, c'est-à-dire que, bien évidemment, il faut que la rétribution au Bitcoin soit supérieure au coût d'acquisition du matériel, sinon ça ne vaut pas le coup de se lancer dans une activité de minage, à moins, comme c'était le cas au début, qu'on ait affaire à des passionnés, à des geeks qui trouvaient ça très rigolo de miner du Bitcoin. Alors, le fait est que l'évolution du système a été telle, et je vous rappelle qu'entre 2011, je crois que 2011, ça doit être l'ouverture des premières plateformes d'échange, entre 2011 et décembre 2017, le cours n'a cessé de monter et a connu un emballement spéculatif sur l'année 2017. Bon, là, ça a sévèrement chuté, mais en tout cas, le cours a progressivement augmenté, si bien que ça a attiré de plus en plus de mineurs, ça a rendu les calculs de plus en plus difficiles, et donc on a assisté à une espèce de course à l'équipement, c'est-à-dire qu'il fallait de plus en plus, enfin des machines de plus en plus puissantes, spécifiquement dédiées à ce travail de minage. Au tout début, hein, on pouvait miner du Bitcoin avec son ordinateur individuel, et puis très progressivement, il faut acheter un autre type d'équipement, des microprocesseurs qui sont exclusivement dédiés à ce travail de minage. Et évidemment, le matériel est de plus en plus coûteux. Alors, ça crée aussi toute une industrie connexe de vente de ce matériel informatique, bien sûr. Et progressivement, le minage est passé à un stade industriel.
avec une concentration des mineurs en pool, en ferme de minage. Donc on retrouve le principal problème de l'évolution d'Internet vers la concentration et la hiérarchisation. Voilà. Et aujourd'hui, on a des véritables fermes de minage qui ressemblent à des data centers. Hein. Voilà, ça, en fait, une ferme de minage, ça ressemble à ça, c'est-à-dire ce sont des hangars avec des ordinateurs qui sont rangés du sol au plafond. Et bien évidemment, il faut absolument s'implanter dans des... Alors, bon, évidemment, j'ai pas encore évoqué la chose, mais vous vous doutez bien que tout cela suppose une consommation énergétique faramineuse. Et les fermes de minage s'implantent idéalement dans des pays où l'électricité n'est pas chère et où le climat est très froid pour le refroidissement de toutes ces machines parce que, évidemment, ça chauffe, ça tourne en permanence et ça chauffe continuellement. Bon, voilà. Donc, effectivement, ça j'ai dit, on a assisté à une concentration et donc à un stade industriel du processus de minage avec une dépense énergétique et un coût environnemental qui est évidemment très très important et c'est la grande problématique et la principale critique qui est adressée au système Bitcoin à l'heure actuelle. C'est la facture énergétique, c'est-à-dire que si le réseau est amené à se développer et si cette monnaie est amenée à être acceptée plus largement, ça posera évidemment un problème d'énergie et d'extraction de l'énergie de plus en plus important. Voilà. Donc certains pays sont très sollicités, hein, notamment. Alors là, dans les derniers temps, c'était le Canada qui était très sollicité par les sociétés de minage hein, pour s'implanter. Mais bon, Hydro-Québec a plutôt bien réagi en stoppant un peu. Alors bien qu'évidemment, il y a un intérêt économique hein, à ce que ce type d'industrie s'implante. C'est-à-dire que les gouvernements sont un peu écartelés entre peut-être pas laisser passer des nouvelles formes d'entreprises, des startups et tout un écosystème qui peut se développer autour de ça. Et puis en même temps, effectivement, le fait que y a quand même une captation d'énergie, c'est-à-dire que tout ce qui est utilisé pour le minage du Bitcoin est quand même un peu absurde fondamentalement. Ça ne sert pas, enfin c'est pas utilisé pour la communauté ou pour la société. Donc là au Canada, Hydro-Québec a réagi en facturant le kilowattheure avec un tarif beaucoup plus élevé pour les fermes de minage et puis en mettant des quotas aux fermes de minage. Bon. Alors, en fait, donc un certain nombre de critiques hein, commencent à s'élever par rapport à ce système Bitcoin et sur cette question de la consommation énergétique. Est-ce qu'il s'agit d'un défaut de conception ? Alors effectivement, donc comme je vous l'ai dit, le système est conçu de telle façon que la robustesse du réseau est liée à la difficulté des calculs. Oui, ça je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi j'ai reproduit le même... Oui, alors, ce qu'il faut voir, c'est que, donc c'est ce que je vous disais tout au début, en fait, il y a une véritable matérialité derrière le système Bitcoin, finalement. Hein, derrière le minage, il y a tout ce matériel informatique, toute une industrie qui se développe avec... Donc la vente de microprocesseurs dédiés, d'équipements, les infrastructures de réseau, les câbles, l'électricité, les systèmes de refroidissement, etc. etc. C'est pas tout à fait ce que je voulais dire, mais je retrouve plus mon truc là. Bon, c'est pas grave, je le dirai après. Voilà, donc en fait, cette dépense énergétique, hein, elle est en débat à l'heure actuelle. Alors, le premier débat, ça concerne la difficulté de la mesure hein, de cette dépense énergétique. Alors, une première étude avait été publiée en 2014 par O'Dwyer et Malone qui estimait la consommation électrique du Bitcoin équivalente à un pays comme l'Irlande, soit environ 3 gigawatts. Et le problème, c'est qu'en 2017, avec la ruée sur le Bitcoin et l'envolée spéculative du cours, les gains possibles du minage ont été multipliés par 14. Donc, vous imaginez bien que ça a incité pas mal de gens à se lancer dans ce travail de minage et à ce concours de preuve de travail et donc à consommer d'autant plus d'électricité. Donc, il y a eu une explosion de la dépense énergétique du Bitcoin à ce moment-là.
Alors, sur la question de la mesure, à l'heure actuelle, il y a deux camps qui s'opposent pour l'évaluation de la consommation électrique du réseau. Les plus pessimistes, on les trouve sur le site Diginomics. Et c'est Alex Bryce qui est figure de proue de ces plus pessimistes et qui annonce des chiffres assez élevés. Donc l'estimation serait de 68 TWh en mai 2018. Et donc ça implique une défiance envers le système Bitcoin à cause de cette dépense énergétique. Et les plus optimistes, eux, évaluent des chiffres 2 fois plus faibles. Bon. Mais en prenant les chiffres les moins élevés, on arrive à environ 0,3% de la consommation électrique mondiale. Je ne sais plus combien c'était pour la consommation d'Internet. 9. Voilà. Donc on n'arrive pas au niveau d'Internet, mais enfin, bon, quand même, pour un petit machin comme le Bitcoin, parce que c'est quand même assez marginal dans le volume global des paiements. Hein. Si on ramène le volume des transactions en Bitcoin au volume des transactions en dollars ou en euros, c'est quand même très, très marginal. Ça fait quand même en rapport une consommation énergétique assez élevée. Bon. Et par rapport aux réserves d'or, est-ce qu'il y a... Alors, ça sert surtout de réserve plutôt que de moyen de circulation. Maintenant. Oui, voilà. Donc je vais... Oui. La valeur de la masse monétaire Bitcoin par rapport à celle des réserves d'or. En fait, il y a eu aussi encore une ruée vers l'or avec la crise du dollar, enfin les crises potentielles du système monétaire. En fait, je terminerai là-dessus. Bon, les formes d'extractivisme, on le voit, hein, c'est l'extraction des ressources énergétiques pour la consommation et cette histoire de proof of work, alors qui est quand même assez critiquée à l'heure actuelle, sachant qu'il existe des formes alternatives de consensus. Mais il y a deux problèmes, c'est-à-dire que les formes alternatives de consensus qui sont actuellement en cours de développement, on dit que ça ne rendrait pas la blockchain aussi robuste que celle du Bitcoin. C'est-à-dire que vraiment, si on veut un système infaillible, eh bien, la preuve de travail, c'est à l'heure actuelle la seule solution techniquement possible pour assurer véritablement la robustesse du réseau. Mais bon, la communauté continue quand même à travailler sur des formes alternatives de consensus. Et puis le deuxième problème, c'est que, étant donné qu'il y a aujourd'hui quand même toute une industrie du minage qui a investi dans les équipements, dans les infrastructures, etc., et que ce sont les mineurs qui ont quand même un certain pouvoir décisionnel dans le système Bitcoin pour changer pour changer le code ou pour changer un certain nombre de règles dans le système Bitcoin, ils sont évidemment extrêmement conservateurs parce qu'ils ont tout intérêt à ce que ce soit le principe de la preuve de travail qui soit conservé actuellement. Voilà, alors je finirai effectivement sur ce que Bruno a évoqué, c'est-à-dire effectivement le design du Bitcoin fait en sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une contradiction et une ambivalence fondamentale de cette monnaie, d'ailleurs qu'on ne considère plus aujourd'hui comme une monnaie dans les discours officiels. On parle absolument plus de crypto-monnaie, mais de crypto-actifs. Donc ça, c'est très significatif, le glissement sémantique. Le design du Bitcoin a été pensé effectivement de façon à mettre en exergue la fonction de réserve de valeur de la monnaie. C'est principalement la propriété fondamentale du Bitcoin d'être une réserve de valeur. Et on considère effectivement, à l'instar de l'or, que ce serait la prochaine réserve de valeur. Alors, de change, là, j'ai un peu plus de mal, donc je fais appel aux différents cerveaux qui sont ici pour éventuellement penser le lien entre réserve de valeur qu'est le Bitcoin, réserve de change et réserve d'or. Mais l'idée, c'est de faire de cette monnaie comme l'or, la principale réserve de valeur refuge au cas où il y aurait une prochaine crise financière. Voilà. Je vous remercie. Merci.
beaucoup.